Mesdames, Messieurs, mes chers amis, tout d'abord, je vais demander aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués de venir à mes côtés. J'appelle les conseillers municipaux de la liste Ensemble Continuons Pierrelaye. J'appelle maintenant les conseillers municipaux de la liste Un avenir pour Pierrelaye. J'appelle aussi les élus du conseil municipal de la jeunesse à nous rejoindre sur cet espace, et je crois que c'est déjà fait, ils sont déjà installés. Donc on leur souhaite la plus cordiale bienvenue à cette première séance pour eux, où ils ont une sortie officielle. J'indique aussi qu'ils sont tous conseillers municipaux élus par le collège ou élus par les écoles élémentaires de Pierrelaye, mais que nous avons aussi une collégienne, mais qui est élue, elle, au titre du conseil départemental des jeunes. Voilà. Bien. Je remercie aussi de leur présence Alain Richard, sénateur et ancien ministre, Rachid Temal, sénateur, Cécile Dumas, conseillère régionale, Gérard Landermotte, maire du Plessis-Bouchard et conseiller départemental, Laetitia Boisseau, conseillère départementale, le capitaine Laurent Desardins, chef du commissariat d'Herblay-sur-Seine et représentant Marie Lindol, la commissaire divisionnaire de Cergy, le major Didier Philippe du commissariat d'Herblay. Des personnalités aussi sont excusées, Cécile Rilac, députée, Yannick Boédec, qui est le président de l'agglo du Val-Parisis, qui est conseiller départemental et maire de Cormeilles-en-Parisis. Donc, bienvenue à toutes et à tous à cette réception de bonne année, et que l'année 2023 soit synonyme de renouveau, et qu'enfin nous sortions de toutes ces misères qui nous accablent depuis maintenant 3 ans. La période que nous venons de vivre a été très compliquée pour les familles et pour les collectivités territoriales. Covid d'abord, puis guerre en Ukraine et des prix qui explosent, notamment pour les fluides, le gaz, l'électricité, l'alimentation, les matières premières, et je dois dire que, autant dire que tout augmente en ce moment. Les villes, comme les familles, se sont retrouvées contraintes de réduire leurs ambitions et de rééchelonner la programmation de leur investissement en attendant des jours meilleurs. Donner du temps au temps, comme dirait un ancien président de la République, est devenu une nécessité. La nouvelle année est une période propice à la convivialité, à la joie et à la fête avec la famille et les amis. Elle constitue aussi une période de solidarité et d'entraide. C'est pourquoi je vous propose d'avoir une pensée particulière pour toutes celles et tous ceux qui souffrent et qui ne pourront participer à ces moments joyeux et conviviaux. Malgré l'abstinence imposée pour réduire nos consommations énergétiques, qui sont pour l'essentiel du LED, nous avons choisi de maintenir nos illuminations de Noël et du jour de l'an, mais en réduisant la durée. Comme vous le savez, l'agglomération du Val-Parisis et les communes qui la composent n'éclairent plus depuis le 1er juillet 2022 les rues de nos villes entre 1h15 et 4h45. Le conseil départemental l'a également décidé pour les voiries et les équipements dont il a la responsabilité. Beaucoup d'autres agglos ont été contraintes d'en faire de même et sont allés même jusqu'à fermer les piscines et les mettre en sommeil. Notre quotidien est bien sûr impacté par toutes ces contraintes. La maladie, la mise à l'isolement complique terriblement l'organisation des services. N'oublions pas que la gestion d'une ville, c'est avant tout la gestion du quotidien. La restauration scolaire, l'accueil des tout-petits à la crèche et des plus grands au centre de loisirs, c'est aussi le nettoyage de nos rues, l'entretien des espaces verts. Depuis quelques mois, le zéro phyto a été mis en place. Il n'existe plus aucun traitement chimique au sol, mais la contrepartie est que le temps passé est beaucoup plus long et que parfois les espaces peuvent paraître moins bien entretenus. Participer aux efforts pour réduire l'empreinte carbone en inscrivant notre ville dans un plan de sobriété énergétique
nécessite l'obtention d'adhésion des habitants. Baisser la température de 2 degrés dans les bâtiments publics ou à son domicile sans soulever de vives protestations est loin d'être acquis. Entretenir le trottoir devant son domicile comme le prévoit le Code civil, respecter les jours de sortie des poubelles nécessite une démarche citoyenne. La citoyenneté comporte des droits, pas de problème de compréhension de ce côté-là, mais elle comporte aussi des obligations qui ne doivent pas être oubliées, car il en va du bien vivre ensemble. Par expérience, je peux vous dire que l'acceptation d'être réprimé lorsque l'on a commis un délit routier ou comportemental est rarement compris. Le mis en cause, souvent, nous explique que ce qu'il fait n'est pas bien grave et que ce que font les autres est beaucoup plus grave. Gagner sur le terrain de la citoyenneté passe par une prise de conscience où chacune et chacun accepte par sa propre réflexion de se remettre en cause et d'avoir la ferme volonté de corriger dans son comportement ce qui doit l'être. La ville et ses services multiplient tout au long de l'année des initiatives et des gestes citoyens. Depuis plus de 10 ans, une semaine de la citoyenneté est organisée, constituant un temps fort de sensibilisation et d'action. La prochaine édition se déroulera du 17 au 21 avril. Les écoles, le collège, les associations, des partenaires institutionnels, la police, les pompiers participent à cette dynamique en abordant de plus en plus des questions sociétales. Il en est ainsi du harcèlement et notamment du harcèlement scolaire, l'égalité filles-garçons, la tolérance, le respect et les dangers d'Internet et des réseaux sociaux, les droits et les devoirs. En mesure que la citoyenneté est multiple et concerne notre quotidien quel que soit l'âge. Préparer la jeune génération à une nouvelle approche de la citoyenneté fait partie de nos objectifs. C'est la raison pour laquelle un conseil municipal de la jeunesse a été mis en place le 25 novembre dernier. Plusieurs jeunes élus sont présents ce matin. Il s'agit de leur première manifestation publique. Je tiens à leur souhaiter la bienvenue et leur adresser toutes mes félicitations pour une élection qui va durer 2 ans. Ce que je vous propose, c'est de les applaudir, tous nos jeunes qui sont là. À noter qu'ils sont 19 élus et que ce matin, il y en a 18 de présents. Donc ils sont 11 filles et 9 garçons scolarisés dans les classes du CM1 et CM2, ainsi qu'au collège du Petit Bois en 5e ou en 6e. Vous allez participer à la vie de votre commune. Le CMJ sera un véritable lieu d'apprentissage de la citoyenneté. C'est le début d'une aventure qui devrait être passionnante, au cours de laquelle vous proposerez et défendrez vos idées, vos projets, en restant à l'écoute de vos camarades qui vous ont fait confiance en vous élisant. Vous ferez entendre la voix des jeunes en portant leurs attentes, en étant force de proposition et de projets utiles pour la collectivité. Mes collègues et moi-même serons à vos côtés pour vous accompagner dans votre mandat. L'année 2022 a également connu une nouvelle dynamique du Conseil citoyen du Clos Saint-Pierre élargi qui intervient dans le quartier prioritaire du dispositif politique de la ville. Certains membres du Conseil citoyen sont également parmi nous ce matin, dont son président. Des habitants s'investissent dans ce conseil, s'adressant aux différents bailleurs et partenaires. Ils se fixent des objectifs privilégiant la proximité, le lien social à retisser et l'amélioration de la qualité de vie des habitants du quartier. Les idées ne manquent pas pour sensibiliser au respect du cadre de vie et agir contre toutes les formes d'incivilité. La ville a besoin de tous ces leviers citoyens, garants du bien vivre ensemble. Nous sommes le 15 janvier et comme chaque année, nous sommes dans la phase d'élaboration du budget qui sera voté le 28 mars prochain. À partir de cette année, il n'y aura plus de taxe d'habitation. La dernière variable d'ajustement des budgets communaux sera le foncier bâti. L'État, dans la loi de finances 2023, a décidé de majorer les bases de celui-ci de 7%. Cette hausse censée compenser l'inflation pèsera sur le pouvoir d'achat des familles. C'est pourquoi je proposerai, comme nous le faisons déjà depuis plusieurs années, de ne pas majorer les taux d'imposition communaux et de ne pas augmenter les tarifs des prestations et services à la population, cantines, centres de loisirs et autres. Nous tenterons de résister aussi longtemps qu'on le pourra, mais je ne suis pas magicien non plus. La dotation globale de fonctionnement versée par l'État aux collectivités locales restera stable,
Pour mémoire, je rappellerai que celle-ci, en 2014, était à 1 360 000 € et qu'elle n'est plus aujourd'hui qu'à 360 000 €. L'État a ainsi récupéré sur le dos de notre commune, en 10 ans, une somme qui doit avoisiner les 10 millions d'euros. Ils nous font cruellement défaut aujourd'hui, nous avons tant à faire. Néanmoins, d'importants travaux devront être entrepris pour entretenir le patrimoine existant, comme la réfection de la toiture des cours de tennis couverts. Ce sera aussi l'enfouissement des réseaux au chemin des Bœufs, la sécurisation de certaines voiries, l'aménagement du pôle gare, du Bocquet 2 qui devrait nous permettre la réalisation d'un pôle santé et d'une résidence pour personnes troisième âge. La finalisation de la mise en accessibilité de tous les bâtiments. La Constitution a beau assurer aux maires la libre administration, la réalité est tout autre. La suppression de la taxe d'habitation et maintenant de la CVAE, après celle de la taxe professionnelle, nourrit nos inquiétudes. Si nous sommes rassurés par les propos tenus d'une juste compensation, qu'en sera-t-il dans l'avenir ? Nous ne pouvons pas imaginer qu'il n'existe plus aucun lien fiscal entre les activités économiques et le bloc communal. De même pour la taxe d'habitation. L'activité économique crée une richesse sur les territoires par les emplois directs ou indirects qu'elle crée, mais elle génère aussi des coûts d'équipement à réaliser. Et pour permettre, il faut qu'effectivement, il y ait des participations et une contribution aux entreprises qui s'installent et aux promoteurs qui font des opérations. La taxe d'aménagement est faite pour cela. Par l'article 109 de la loi de finances 2022, il a été imposé aux communes de partager celle-ci avec les EPCI. Les maires n'y étaient pas favorables. Pour Pierrelaye, cela nous prive d'une somme de 169 885 €. Des parlementaires s'y sont opposés, ce qui a permis, lors de l'examen de la loi de finances rectificative numéro 2, que ce partage redevienne facultatif. De ce fait, les conseils communautaires qui le souhaitent peuvent abroger les délibérations qui ont été prises à ce sujet avant le 2 février. Pour ma part, j'y suis très favorable, nous y gagnerions 170 000 €. Toutes les villes y seront forcément gagnantes, plus ou moins, suivant les opérations de développement économique engagées. Au-delà des questions financières, il s'agit aussi d'affirmer notre attachement à l'identité communale, tant mise en place par les politiques qui ont été suivies au cours de ces 10 dernières années. Cette liberté d'administration est aussi contrainte par les décisions de l'État sur les plans locaux d'urbanisme. L'État a imposé la suppression des COS, des règles de division des terrains, des obligations de places de stationnement qui ont été supprimées alors qu'elles étaient obligatoires supprimées par la loi Mandon. Toutes ces dispositions imposées par l'État vont contribuer à une surdensification du tissu urbain qui imposera d'accroître nos capacités d'accueil en matière notamment d'écoles, de centres de loisirs et de crèches. La ville de Pierrelaye s'engage dans une révision générale de son plan local d'urbanisme. Le précédent a été élaboré en 2013 et il convient de prendre en compte notamment la démographie qui a augmenté de manière significative. Il nous faut nous projeter et définir les projets de territoire de Pierrelaye pour les 10 prochaines années. Ce document d'urbanisme doit aussi être en phase avec les évolutions législatives et les nouveaux dispositifs comme la loi climat-résilience. Cette démarche conditionne l'avenir de notre commune. Des besoins et des attentes émergent avec l'arrivée d'une nouvelle population. La réponse, en termes de bâti diversifié et respectueuse des normes environnementales, doit être privilégiée. Il convient de développer l'offre en équipement permettant la scolarisation des enfants avec l'urgence de la construction d'un 4e groupe scolaire, l'accueil dans les structures de la petite enfance et en centre de loisirs. Il nous faut aussi adapter les modes de déplacement doux et les espaces partagés. Les réponses en termes de couverture santé doivent être à la hauteur. C'est pourquoi nous avons acheté des locaux rue Jean Jaurès pour maintenir nos 2 médecins déjà présents et créer un 3e local pour essayer de faire venir un médecin supplémentaire sur la ville. Nous souhaitons préserver le caractère atypique de la commune, qualifiée d'une ville à la campagne. Je voudrais aussi, lors de cette cérémonie des vœux, rendre hommage à celles et ceux qui, inlassablement, malgré les difficultés et les vents contraires, tissent dans leur domaine d'activité du lien humain. Je veux parler, bien sûr, des acteurs de la vie associative que sont les membres des associations.
Les associations sont indispensables à la vie de la communauté et permettent à chacune et à chacun de pratiquer une ou des activités choisies. Elles créent des moments de rencontre et de convivialité, des moments essentiels dans une société où la tentation du repli sur soi et de l'individualisme sont fortes. Et surtout, n'oublions pas qu'elles ne fonctionnent que grâce à l'investissement des bénévoles qui méritent d'être soutenus et reconnus. J'évoquais à l'instant le contexte économique délicat soumis à beaucoup d'inconnus dans lequel le budget va s'élaborer. Comme je l'ai écrit dans ma lettre à la population datée du 24 novembre 2022, les élus sont confrontés parfois à des choix contraints mais indispensables à opérer. Dans notre programme municipal élaboré en 2019, avant la Covid, avant la guerre en Ukraine et avant l'inflation, nous avions prévu la construction d'un centre culturel et associatif, équipement phare de ce nouveau mandat. Je sais qu'il est attendu parce qu'il répond à un réel besoin avec l'essor du tissu associatif et une programmation culturelle de qualité et diversifiée. Son coût estimé est non négligeable pour le budget communal. Ça s'élèverait à 10 millions d'euros hors taxes. Avec esprit de responsabilité et sagesse, en prenant en compte les nouveaux paramètres économiques, nous avons dû nous résoudre à différer la réalisation de cet espace culturel et associatif qui, me semble-t-il, devra être inscrit comme prioritaire lors de la prochaine mandature. Je voudrais aussi saluer tout particulièrement le travail de nos agents communaux qui me font régulièrement part des difficultés accrues, d'un manque de reconnaissance qui les conduit à certains désarrois. Cela est certainement vrai pour nous tous, mais c'est encore plus spécifiquement vrai pour eux, comme pour tous les personnels soignants, les enseignants, les policiers, les pompiers, ainsi que toutes celles et tous ceux qui agissent quotidiennement auprès du public. Cette évolution est particulièrement inquiétante. Que dire des incivilités quotidiennes constatées, des dépôts sauvages de déchets, du non-respect du code de la route, des dégradations et des vols, des nuisances de toute nature. Comme je l'indiquais au début de mon intervention, nous subissons de plein fouet les conséquences des crises multiples, qu'elles soient sanitaires, économiques, politiques et sociales. La crise climatique s'est aussi accélérée ces derniers mois. Aujourd'hui, même les gouvernants les plus sceptiques ne peuvent nier la réalité désastreuse quant au devenir de notre planète. L'Europe se réchauffe plus vite que le reste du monde et la France n'y échappe pas. Un bilan publié par Météo France le 6 janvier indique qu'en 2022, l'année la plus chaude de France depuis 1900, avec une température moyenne en 2022 de 14,5 degrés et 2 vagues de chaleur hors saison en mai et fin octobre. Les vagues de chaleur se sont succédées avec une sécheresse marquante aux conséquences dramatiques pour les récoltes et la biodiversité. De nombreux massifs forestiers incendiés ont été rayés de la carte. On peut aussi constater que l'actuelle période hivernale n'a d'hiver que le nom, avec des températures exceptionnellement élevées. Certains spécialistes qualifient ce phénomène de canicule hivernale. Apparemment, on aura un peu moins chaud la semaine prochaine, je crois. De nombreuses études publiées confirment ce que nous redoutions. Sans une réduction drastique et immédiate de nos émissions de gaz à effet de serre, l'existence des glaciers à l'horizon 2100 est posée. Leur disparition aurait de graves conséquences sur le cycle de l'eau et son approvisionnement pour 2 milliards de personnes à travers la planète. Ce contexte doit plus que jamais nous faire réagir. La création de la forêt de Pierrelet fait partie de cette réaction salutaire. Ces 1350 hectares participent à l'équilibre environnemental de par la protection des espèces, des essences d'arbres plantés par étapes et des cheminements naturels créés. Avant de passer à la remise des diplômes et médailles du travail, je voudrais rappeler que lors de la récente Coupe du monde de football, au Qatar, une ex-pierlésienne a arbitré le match Allemagne-Costa Rica, qualificatif pour les huitièmes de finale. Il s'agit de Stéphanie Frappart, que nous avions mis à l'honneur lors de notre cérémonie des vœux en 2015. Je souhaite souligner le parcours exceptionnel de Stéphanie, désignée meilleure arbitre féminine du monde. Douée d'une autorité naturelle et sûre d'elle, elle impressionne sur un terrain quand elle impose à Messi ou à Mbappé ces décisions auxquelles résignés ceux-ci doivent se soumettre. Voilà une femme qui suscite l'admiration, tant sa réussite au plus haut niveau dans un milieu pas particulièrement féministe est probante.
La cérémonie de présentation des vœux permet aussi de faire passer des messages lorsque les libertés essentielles sont bafouées de par le monde. Ce matin, je souhaite évoquer la situation en Iran. Depuis cet automne, dans les rues de Téhéran, les femmes iraniennes se rebellent au péril de leur vie contre un régime théocratique qui enturbane leur liberté. L'assassinat de Mahsa Amini, jeune femme kurde arrêtée et frappée par la police des mœurs, a suscité l'indignation et un soulèvement dans tout le pays et au-delà des frontières. Elle est devenue un symbole de lutte, de libération et de justice pour les femmes qui rejettent toutes les formes de domination. Les femmes font l'objet d'une répression quotidienne. La société iranienne s'est profondément transformée, mais les structures politiques n'ont pas évolué, limitant toujours plus les libertés. Les femmes iraniennes constituent un socle majeur dans la lutte pour l'émancipation sociale face à l'obscurantisme. Elles font preuve d'un courage admirable que je salue. Les femmes afghanes vivent aussi cette oppression intolérable depuis le retour en août 2021 des talibans. Après le départ des Américains, la charia est de retour. De sévères restrictions sont imposées quant aux droits des femmes et des jeunes filles. Si les petites filles peuvent encore aller à l'école, les adolescentes ne peuvent plus se rendre au collège ou au lycée et sont sommées de rester chez elles, de même que les femmes travaillant dans la fonction publique. Depuis quelques semaines, les étudiantes n'ont plus accès à l'université. Les femmes ne peuvent plus voyager seules. Les femmes journalistes ne peuvent plus exercer leur métier dans des conditions normales et en toute sécurité. Je tenais à rendre hommage à ces combattantes. Comme il est de tradition lors de cette manifestation, nous allons procéder à la remise des diplômes du travail. Au nom de l'équipe municipale, je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui pour vous remettre votre diplôme de médaillé d'honneur du travail. Ce qui fait la richesse de notre pays, on le doit au monde de l'entreprise et aux salariés qui, comme vous, ont servi et continuent à servir l'intérêt général. La médaille du travail a été créée en 1948 pour récompenser l'ancienneté et la qualité des services effectués chez un ou plusieurs employeurs par une personne salariée. La vie professionnelle, surtout aujourd'hui, n'est pas un long fleuve tranquille et peut connaître des moments difficiles, mais ce sont généralement aussi des moments riches de rencontres et de satisfactions individuelles. Ces diplômes récompensent vos qualités et votre investissement après 20, 30 ou 40 années de travail dans le public ou le privé. C'est également un hommage à votre apport en tant que citoyen à la collectivité, car le travail est une valeur fondamentale inscrite dans la Constitution et dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce droit au travail est un bien précieux qu'il faut défendre en toutes circonstances. Pour la plupart d'entre vous, il reste encore quelques années à passer dans le monde du travail. Pour d'autres, la retraite méritée est proche. Pour toutes et tous, je vous invite à rester des acteurs actifs de notre société. Et j'ajouterai d'être acteurs au cours de cette prochaine semaine des actions qui vont être conduites par les organisations syndicales pour défendre le droit à la retraite. Dans le cadre des promotions de janvier et juillet 2022, 24 médaillés sont ainsi mis à l'honneur aujourd'hui. Ils ne sont pas tous présents ce matin. Je laisserai le soin dans quelques instants à Adélaïde Dapola de les appeler afin qu'on puisse leur remettre leur diplôme. Mesdames et messieurs les médaillés, au nom du conseil municipal et en mon nom, je vous adresse toutes mes félicitations pour votre distinction. Vous serez invités aussi lors d'une photo après, où on prendra en photo l'ensemble des médaillés et cette photo sera publiée dans le bulletin municipal de février. Je remercie aussi René Bruno, qui doit être, il est là-bas, et qui depuis des années assure la traduction de mon intervention en langue des signes. Pour le prêt des plantes qui ornent notre salle, je remercie aussi les fleurs de Calicie. Je remercie également Adélaïde Dapola, adjointe aux fêtes et cérémonies, et les bénévoles qui se sont investis pour préparer un buffet que vous pourrez apprécier dans quelques minutes sur le thème de la restauration. Cette thématique est déclinée sous la forme de 4 espaces, la bistronomie, la brasserie, le fast-food et le restaurant de la mer. Je souhaite également saluer le travail créatif réalisé par le service de la communication municipale quant à la conception et à l'illustration de la carte de vœux. Vous sachez que chaque année, elle est toujours originale, elle est toujours faite sur un thème par notre service information. Cette année, le choix s'est porté sur les sciences fondamentales, avec un éclairage sur des personnalités qui les incarnent,
Nombre d'entre elles ont été des pionniers dans leur domaine. À Pierre-Laye, nous avons mis à l'honneur Marie Curie, physicienne et chimiste, prix Nobel, et Pierre Curie, physicien et également prix Nobel. 2 groupes scolaires aujourd'hui portent leur nom. Maintenant, pour terminer, je souhaite vous renouveler tous mes vœux les plus chaleureux et citoyens en cette nouvelle année. Bonne année à toutes et à tous.